Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité 7 jours en Chine. Le séisme à Jiuzhaigou a déclenché une réponse d'urgence du niveau 1 au Sichuan. La Chine et l'Union européenne soulignent la nécessité d'une solution pacifique en péninsule coréenne. La Chine et les États-Unis coopèrent pour des projets spatiaux. L'art chinois Liaoli est mis au goût du jour dans une exposition en Thaïlande. Essor du tourisme rouge en Chine. Le séisme de magnitude 6,5 qui a frappé mardi la province chinoise du Sichuan dans le sud-ouest du pays a fait au moins 13 morts et 175 blessés selon un bilan provisoire diffusé mercredi matin. Le gouvernement de la province a installé un centre de commandement pour coordonner les efforts de secours. Le département des incendies du Sichuan a envoyé plus de 600 pompiers et 8 chiens de recherche et de secours dans la zone du séisme. L'APL a déployé 4 hélicoptères pour qu'ils se joignent aux efforts de secours. Les appareils transportent de l'équipement de communication d'urgence et de la nourriture. Ils vont être utilisés pour de la reconnaissance par le centre de commandement. Par ailleurs, 3 équipes médicales sont en route pour Jiuzhaigou. Il y a eu plusieurs glissements de terrain sur 2 routes provinciales reliant la zone touchée, ce qui a affecté les opérations de secours. Les efforts de restauration sont en cours. Le département des transports du Sichuan a alloué près d'une dizaine de machines et plus de 70 de son personnel pour nettoyer la route des 2 côtés des glissements de terrain. Les services ferroviaires traversant le Sichuan comme la ligne Baoji-Chengdu et la ligne Lanzhou-Chongqing circulent à nouveau. L'aéroport de Jiuzhaigou et du chef-lieu de la province du Sichuan, Chengdu, fonctionnent tous les deux normalement. L'administration nationale du tourisme a lancé un plan d'urgence pour tous ceux affectés par le séisme. Une assistance téléphonique est disponible 24 heures sur 24. Les touristes à Jiuzhaigou peuvent appeler le 12301 ou contacter le 12301 via Weibo ou WeChat s'ils ont besoin d'aide. Le district a aussi envoyé des consultants vers les hôtels et les auberges rurales pour offrir des services de conseil aux touristes. Ceux qui ont des réservations de voyage vers Jiuzhaigou dans les 3 prochains jours peuvent se faire totalement rembourser. Par ailleurs, le Bureau météorologique national a annoncé pour les 2 prochains jours un temps nuageux avec des averses éparses. Vendredi, de faibles quantités de pluie sont prévues dans la zone touchée par le séisme. La Chine et l'Union européenne ont souligné lundi la nécessité de chercher une solution pacifique au problème de la péninsule coréenne. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique, Federica Mogherini, ont échangé sur la situation actuelle dans la péninsule coréenne. Ils se sont rencontrés en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères dans le cadre du sommet de l'Asie de l'Est et d'autres réunions qui se tiennent à Manille, la capitale des Philippines. La dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la péninsule coréenne doit être appliquée de manière pleine et entière, a souligné M. Wang. La proposition de suspension contre suspension, avancée par la Chine, qui exige la suspension des tests nucléaires et balistiques de la République populaire démocratique de Corée, en échange de la suspension des exercices militaires à grande échelle entre les États-Unis et la Corée du Sud, est en mesure de répondre aux préoccupations sécuritaires les plus urgentes des diverses parties en présence, mais aussi de rompre le cercle vicieux actuel et donc d'accomplir une percée en direction de la reprise des négociations de paix, a-t-il ajouté. Toutes les parties en présence doivent prendre leurs responsabilités, a déclaré M. Wang. L'Union européenne apprécie les importants efforts déployés par la Chine pour répondre de manière appropriée à la question nucléaire iranienne et à la question nucléaire en péninsule coréenne, a quant à elle déclaré Mme Mogherini. L'Union européenne et la Chine ont coopéré de manière efficace sur la question nucléaire iranienne. Elles doivent tirer profit de leur expérience passée dans les négociations sur le nucléaire iranien et renforcer leur communication et leur coopération dans le but de chercher une solution pacifique à la question nucléaire en péninsule coréenne, a-t-elle ajouté. Une première historique dans l'espace, c'est en juin dernier qu'une compagnie américaine a amené des équipements scientifiques chinois dans la Station spatiale internationale, l'ISS. Cet arrangement aura pris des années avant de se réaliser. Voyons tout de suite plus de détails sur cette coopération exceptionnelle. Il semble qu'il y aura bien d'autres équipements scientifiques chinois envoyés dans la Station spatiale internationale avant la fin de l'année, comme l'a déclaré Jeff Mumber, le PDG de NanoRacks, une compagnie privée qui se considère elle-même comme le concierge du cosmos.
Nous ne discutons pas seulement avec l'Institut de Beijing pour réaliser un autre projet. Nous discutons également avec d'autres organisations et je pense que dans les 6 prochains mois, il y aura d'autres lancements. Cela a pris plusieurs années à NanoRacks avant de pouvoir ramener des équipements dans l'ISS. En juin dernier, une fusée SpaceX a transporté une expérience d'ADN préparée par des chercheurs de l'Institut de Beijing jusqu'à la Station spatiale internationale. Et ce n'est pas un petit accomplissement, sachant qu'une loi fédérale interdit à la NASA, l'agence spatiale américaine, de travailler avec la Chine. Voici les endroits où nous avons des clients. NanoRacks coopère avec une trentaine de pays, dont la Chine. Le PDG de la compagnie souligne le fait qu'il n'existe pas de loi empêchant la Chine de travailler avec une compagnie spatiale privée américaine, un processus facilité par le fait que NanoRacks possède ses propres équipements informatiques à bord de l'ISS. Nous possédons la plateforme, donc ce n'est pas comme si la NASA travaillait directement avec la Chine. Nous avons travaillé très dur avec des membres du Congrès pour nous assurer qu'il n'y ait pas de transfert de technologie. Jeff Manber est bien placé pour conduire NanoRacks à travers les méandres complexes de la bureaucratie du gouvernement américain. Pendant près de 10 ans, il a en effet travaillé pour la Russie, faisant la promotion de la vieille station spatiale Mir auprès de ses clients. Bientôt, NanoRacks disposera de son propre sas d'entrée dans l'ISS, lui permettant encore davantage d'accès. Avant qu'une entreprise privée n'investisse dans le voyage spatial, Jeff Manber avait déclaré que cela coûterait au moins $1 million pour amener une expérience scientifique sur l'ISS. Aujourd'hui, NanoRacks peut faire ce travail pour seulement $15 000. Une exposition mettant en vedette l'art chinois Liuli s'est ouverte à Bangkok, la capitale thaïlandaise. Liuli est ce que les Chinois appellent l'art du cristal. 19 pièces Liuli créées par le célèbre couple d'artistes Loretta Young et Zhang Yi sont exposées au Centre culturel chinois de Bangkok. Reportage. L'art Liuli existe depuis la dynastie des Han, il y a 2000 ans. Mais c'est Loretta Young et Zhang Yi qui ont fait renaître cet art sous sa forme contemporaine. En 1987, l'actrice primée du cheval doré Loretta Young et le réalisateur Zhang Yi ont fait une grande transition et ont établi leur propre atelier Liuli appelé Liu Li Gongfang. Depuis 3 décennies, ils consacrent leur vie à l'art. Leurs pièces ont été saluées aussi bien en Chine que dans le monde entier. C'est en France que Loretta Young a appris l'art du cristal. Quant à ses propres créations, elles ont vu le jour dans les années 80. Rapidement, elle fabriquait également du cristal pendant la dynastie des Han. Cet art était l'art Liuli. Lorsque nous avons établi notre atelier en 1987, nous pensions que nous étions les premiers Chinois à nous consacrer à cet art. Mon mari pensait que notre idée de créer l'art devrait être basée sur nos propres valeurs et nos pensées chinoises, en fonction de notre esthémique et de notre éthique. Ce sont donc les valeurs fondamentales de nos créations, une fleur ou autre chose. Pour nous, l'art Liuli a été un nouveau média permettant de raconter des histoires chinoises, raconter de belles choses sur la Chine. Nous pensons que l'art Liuli est une nouvelle langue universelle permettant aux culturels de communiquer entre elles. Les fleurs, le bouddhisme et le zen sont les thèmes principaux des créations du couple. Ils transmettent la philosophie, la culture et la beauté orientale grâce à cet art Liuli si particulier. Au cours des 3 dernières décennies, le couple a présenté leurs créations artistiques dans des expositions de plusieurs pays dans le monde, des œuvres ayant été réunies par des institutions distinguées, comme le musée du Palais de Beijing ou encore le musée Victoria et Albert du Royaume-Uni. Pas moins de quelques 70 ateliers sont organisés à travers le monde, à Beijing, Shanghai, Taïwan, Singapour, mais aussi en Malaisie et aux États-Unis. Cette dernière exposition devrait susciter de nouvelles interactions dans les échanges entre la Chine et la Thaïlande dans le domaine de l'art et du bouddhisme. Pendant l'été, les vacanciers chinois se tournent désormais vers un tourisme bien plus patriotique, le tourisme rouge. Musées, anciennes demeures et circuits retraçant les symboles communistes attirent un nombre croissant de touristes. En se rendant dans les sites touristiques rouges, les visiteurs peuvent non seulement se détendre, mais également revivre l'histoire rouge de la Chine, période allant de la naissance du Parti communiste chinois PCC
en 1921 à la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Le tourisme rouge, grâce à sa combinaison parfaite d'éducation patriotique et de détente, est de plus en plus populaire auprès de la population chinoise et connaît un véritable essor dans les régions abritant les sites révolutionnaires majeurs. Du lac Nanhu de Jiaxing dans la province orientale du Zhejiang, où s'est déroulé le premier congrès national du Parti communiste chinois, à la place Tiananmen de Beijing, témoin de nombreux événements importants, en passant par la première base révolutionnaire rurale de Jingganshan et le lieu sacré révolutionnaire de Yan'an, les sites rouges et les lignes rouges accueillent davantage de touristes au fur et à mesure que les températures augmentent. Ce phénomène résulte principalement d'une nostalgie qui touche les personnes d'âge moyen et les seniors. Selon des experts du secteur, la révolution rouge qu'ils ont vécue a eu une influence réelle sur eux. Ainsi, les destinations touristiques rouges sont devenues des sites de réflexion historique et de recherche du temps passé. D'après des employés du secteur touristique, les sites rouges, notamment les anciennes résidences des grands hommes et les objets légendaires et historiques, attirent aussi la jeune génération. De plus en plus d'adolescents, guidés par leurs parents, visitent les sites rouges pour obtenir une éducation patriotique. Le tourisme rouge reflète également l'envie de retour à la nature des citoyens. La plupart des sites révolutionnaires se trouvent dans des zones montagneuses ou des régions isolées, souvent sous-développées sur le plan économique, mais la nature et l'écologie y sont bien préservées et les paysages magnifiques. Par conséquent, le tourisme rouge semble un moyen efficace pour permettre de développer l'économie locale de ces régions, qui se sont sacrifiées à la cause révolutionnaire. Avec le développement rapide du tourisme rouge, l'arrivée de grands flux de touristes, de produits, d'informations et de capitaux conduit à l'amélioration des infrastructures dans les anciennes zones révolutionnaires et promeut ainsi le développement économique et social de ces régions, augmentant les revenus des habitants. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.